Parce que j'entends, on a des pensées tout à fait complémentaires. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la Crimée, hein, compte tenu de ce qu'est la doctrine militaire russe, parce que les Russes ne vivent pas du tout à l'idée qu'ils sont une puissance mondiale, ils vivent avec l'idée que leurs forces conventionnelles sont inférieures à celles de l'OTAN et que le territoire de la Russie pourrait être menacé. Et ils ont changé leur doctrine des époques anciennes, et c'est écrit noir sur blanc, que si le territoire et l'État russe sont menacés, ils peuvent faire des frappes nucléaires tactiques. Et évidemment, pour moi, la Crimée serait un point d'application. Alors, sur la question de parler de la crise, je dois d'abord dire que je n'ai pas été très courageux. C'est-à-dire, je me suis tu pendant 8 à 9 mois. Pas, c'est pas simplement un manque de courage, parce que je suis évidemment totalement décalé par rapport à l'environnement intellectuel. C'est pas juste un manque de courage, c'est que moi je ne trouve pas que les chants désespérés sont les plus beaux. Et l'idée de me faire carboniser pour rien ne m'intéressait pas. Donc là, j'ai commencé à parler parce que c'est pas sûr que ça soit pour rien, et en plus, c'est même pas sûr que je sois carbonisé. Donc, j'ai fait quelques chroniques dans Marianne, qui étaient peut-être tellement savantes qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'écho. Et c'était la recherche de pointe, compliqué à lire. Et là, j'ai fait un grand entretien dans le Figaro, qui est un succès mondial, je dois dire. Je passe mon temps à regarder avec ravissement des traductions albanaises, indonésiennes, thaïlandaises, anglaises, quand même. Russe, il va de soi. Euh, voilà. Mais je me suis décidé pour deux raisons. Je suis la conjoncture, je suis ce qui se passe, la conjoncture de la guerre, la conjoncture de l'opinion, la conjoncture économique. D'abord, je me suis exprimé au Japon, puisqu'au Japon, je suis un personnage très respecté. C'est juste le contraire d'ici. C'est-à-dire, je m'exprime dans les plus grands journaux. Mon éditeur est l'un des plus grands éditeurs japonais. J'ai un éditeur génial, un type qui s'appelle, mon nom de famille est Nishi. Maintenant, c'est lui qui a trouvé le titre du livre japonais que j'ai publié là-bas en juin dernier, qui s'appelle La Troisième Guerre mondiale, est déjà commencé, et dont le contenu est d'ailleurs absolument pas différent de mon entretien au Figaro, qui est un condensé de ça. Ce qui montre d'ailleurs que de mon point de vue, la situation n'a pas tellement évolué. Donc, je ne vais pas raconter tout ça, mais je pense que l'une des raisons fondamentales pour lesquelles je peux m'exprimer maintenant, c'est que d'abord, je me sens protégé par l'empire du soleil levant, et aussi que parce que maintenant le doute s'installe. C'est-à-dire qu'il y a eu ces deux surprises de la guerre. La surprise de l'insuccès de départ de l'armée russe et la surprise, en fait, encore plus surprenante, de l'insuccès des sanctions occidentales et du fait que la Russie, que l'économie russe tenait. Et que petit à petit, on voit s'installer dans le camp occidental le doute sur l'issue finale de ce conflit. C'est-à-dire que le camp occidental a peur maintenant. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il va perdre. Je dis que maintenant, on ne sait plus. Et donc, dans un contexte où les gens ne savent plus, commencent à hésiter, on peut commencer à parler. Alors, pour moi, ce qui est très important dans l'analyse de cette crise, c'est de comprendre que la Russie n'est pas le problème. Je ne vais même pas en parler. Je suis d'accord avec le géopoliticien Mersheimer. Je veux dire, Bakhmut, là où il y a de l'action, c'est à 130 km de la frontière russe et c'est à 8400 km de Washington. Donc, pour moi, c'est une guerre préventive, défensive. Je suis d'accord avec Mersheimer et je conçois très bien que pour les Russes, je veux dire, ça soit existentiel. Je n'entre pas dans les fantasmagories d'effondrement du régime russe, parce que pour les Russes, Poutine, c'est le retour à la stabilité sociale dans les 20 dernières années. Donc les Russes, je les comprends, j'en parle même pas, je l'ai écrit, c'est pas intéressant. La chose fondamentale pour moi, c'est de comprendre la crise du monde occidental et la fragilité du monde occidental.
Donc, par exemple, il y a cette erreur de Mearsheimer qui est de dire la guerre est existentielle pour les Russes, mais implicitement pas pour les Américains. C'est le truc de la géopolitique américaine, c'est de dire nous on est peinards entre deux océans, on peut faire toutes les conneries qu'on veut dans le monde, on peut tuer 3 millions de Vietnamiens, puis perdre la guerre, on s'en va, c'est pas grave. On peut tuer 300 000 Irakiens, et puis on se tire, c'est pas grave. Nous, en Amérique, on est bien. Mais ça, c'est pas vrai, ou plutôt, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. La vérité de l'Amérique, c'est qu'elle vit au crochet du monde. Le déficit commercial sur les biens augmente sans arrêt. Il a augmenté de 60% dans les 20 dernières années, malgré le protectionnisme de Trump et des autres. Et en fait, l'Amérique a besoin pour vivre de pouvoir continuer à importer des biens sans payer, parce que le dollar et le système financier américain contrôlent le monde. Donc il y a ce déficit commercial qui doit être fait. Donc en fait, et bien entendu, si la Russie tient, pour moi, le front principal n'est même pas le front militaire. Le front principal est économique. Si la Russie tient, si ces échanges sont réorganisés vers la Chine, bien sûr, mais vers l'Inde ou vers l'Arabie saoudite, et que même que l'Arabie saoudite s'arrange avec la Chine directement, et préfère encore pas avoir se réconcilier avec l'Iran tellement que les Américains ils n'en peuvent plus depuis des décennies, et ben, ça veut dire que le système de paiement internationaux est en train d'échapper aux États-Unis et que ben, il y a un risque existentiel pour les États-Unis. Et pour moi, le vrai risque, il est là. Il n'est pas dans le risque existentiel pour la Russie. Les Russes, on sait ce qu'ils vont faire, tout est écrit. Pour ne pas comprendre ce que fait la Russie, il faut refuser de lire les textes de Poutine, de Lavrov et des autres. Mais le risque est du côté. Et la situation est telle que si, dans un premier temps, les Américains ont exulté de voir les Russes embringués dans une guerre à leurs frontières, épuisés, ils étaient tellement ravis de couper, c'était l'objectif initial, de couper les Allemands des Russes, de faire péter les gazoducs, etc. Il y a eu un moment de bonheur. Hein. Je pense qu'il y a un moment, j'imagine, les géopoliticiens américains ivres morts après des fiestas, célébrant cette guerre faite par d'autres. Pour une fois qu'on n'engage pas l'armée américaine, on va gagner. c'est quand même, je veux dire, c'est la géopolitique, pas pour les nuls, c'est pour, voilà. Mais en fait, la résistance économique russe n'était pas du tout prévue, et ça crée ce problème existentiel, vital pour les États-Unis, qui fait qu'ils ne peuvent pas tolérer. En fait, c'est très complémentaire de ce que tu disais. Henri était plutôt sur la logique intrinsèque de la guerre, une sorte de psychologie, hein, de trucs comme ça. C'est absolument pas contradictoire. Moi, je t'entendais, je disais oui, oui, ça, j'avais pas pensé, mais en plus, il y a ce facteur de dynamique intrinsèque de la guerre qui aggrave ma logique. Je trouvais ça super complémentaire. Et donc, ils s'engagent de plus en plus, ils fournissent de plus en plus d'armes, mais avec cette question, est-ce qu'ils peuvent? Parce que la délocalisation industrielle, quand il faut produire des armements, ensuite, il faut pas passer à la caisse. On est à un moment absolument crucial avec la pression qui est exercée par l'OTAN réel. Pour moi, il y a un OTAN théorique, hein, puis il y a un OTAN réel. L'OTAN réel, c'est les États-Unis, Londres, Varsovie et Kiev. Hein, c'est tout. C'est là, cet axe-là. Et les Français, mais surtout les Allemands, sont plus que des cocus dans l'histoire, puisque la stratégie américaine est une stratégie de destruction du lien entre l'Allemagne et la Russie, de destruction de la prise de l'Allemagne sur l'Europe aussi. L'Allemagne était devenue trop puissante en Europe. Donc pour moi, c'est une guerre que les États-Unis ont aussi menée. Je l'ai dit dans une revue suisse-allemande. Hein. Je ne suis pas en train de le dire en cachette des Allemands. Donc c'est une guerre contre l'Allemagne que les Américains ont engagée. Contraindre les Allemands à libérer leurs chars Léopard 2 pour les lancer dans la plaine d'Ukraine.
avec un sens de l'histoire qui fait rêver. En fait, quand on lit les textes russes, c'est pas toujours sympa. Il y a quand même un petit côté, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, vous voyez, à l'ancienne. Mais il y a cette exigence d'être rationnel et de ne pas céder à l'émotion. C'est ce qu'ils appellent le professionnalisme. Le mot professionnalisme, quand ils voient les Occidentaux, en dehors du fait qu'ils pensent que les Occidentaux sont des ordures, ils trouvent qu'ils ne sont pas professionnels. Tout le jeu avec ces chars, léopards, allemands, avec un si joli nom, je pense que c'est quelque chose qui pourrait pousser les Russes en émotion. Et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est là que je reçois et que je rejoins Henri et que je termine parce que je suis super bavard.